vous allez bien, chers amis. Et je suis aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'honneur de recevoir Gérard Glatt. Vous allez bien, Gérard? Ben oui. Donc vous êtes un auteur qui a une bonne carrière, ça change un peu, on reçoit aujourd'hui un auteur expérimenté, on est ravis. Et donc vous pouvez nous parler un peu de cette carrière et de votre parcours d'écrivain, peut-être? Ce parcours d'écrivain, oui, on peut vous en parler, dans la mesure où moi, de toute façon, j'allais dire, j'écris depuis toujours. Alors déjà, depuis l'âge de 7 ans, hein, mon premier poème, je n'ai jamais rien fait d'autre. Oui, j'allais presque dire finalement que la littérature, l'écriture a mangé toute ma vie et moi je l'ai laissé faire avec bonheur. Ouais, elle a mangé votre vie, c'est un terme un peu, mais bon, ça vous plaisait, c'est vrai que c'est quand on est mangé par quelque chose, je dirais pour moi d'aussi beau que l'écriture et la passion littéraire, je trouve que c'est être mangé agréablement. Oui. Moi j'avoue très agréablement dans la mesure où tout simplement je suis très étonné lorsque certains écrivains disent « Oh là là, voilà ce tel livre, je viens de le sortir, il est beau, mais qu'est-ce que j'ai pu souffrir pour l'écrire ?» Bon, je vous avoue, c'est pas mon cas. La page blanche, je ne la connais pas. Peut-être tout simplement parce que le soir, je m'endors avec la dernière phrase que j'ai écrite dans la journée et que dans la nuit, tout travail, normalement, finalement, tout se fabrique dans le sommeil, ce qui fait que le lendemain matin, par ma foi, j'ai la suite de la phrase précédente automatiquement. Je suis sans l'écriture, je crois que j'existerai peut-être encore, mais j'ai le souvenir de mon professeur qui a édité mon premier livre. Donc c'était Roger Vrigny qui a eu le prix Femina, Grand Prix de l'Académie française aussi pour toute son œuvre. Je l'ai eu comme professeur et il avait sorti un petit livre qui était chez Grasset, c'était Le besoin d'écrire. Et ce besoin d'écrire, c'est effectivement lui qui m'a conduit jusqu'à aujourd'hui. Hein. C'est ça mon parcours. Mon parcours, c'est ce besoin d'écrire, édité ou non, d'ailleurs, parce que j'ai eu un très grand trou. Hein. Mon premier livre, donc, chez Kalman Levy, est sorti en 1977. Et le deuxième a dû sortir 30 ans plus tard. C'est dire donc quand même ce grand espace. Il n'en demeure pas moins que j'ai quand même écrit pendant ces 30 années. Et j'allais dire, la preuve, c'est aujourd'hui Tête de paille. Et Tête de paille qui sort chez Ramsay. Et là, il a été écrit en 90 et il sort aujourd'hui. Et donc, mais pendant ces 30 ans où vous avez écrit sans être édité, est-ce que tous les livres ont été édités après, tous les livres que vous avez écrits pendant ces 30 ans, ou il en reste encore à éditer? Après tous les livres, oui. Le premier livre que j'ai sorti après ces 30 années, c'est un livre sur ma mère, une poupée dans un fauteuil, et une poupée dans un fauteuil, donc chez Horizon. Et donc les derniers 6 mois de ma mère, donc c'est pour moi très, très important. Et ce que je peux vous dire, c'est que les livres que j'écrivais étaient toujours lus par mon premier éditeur, donc par Roger Vrigny, et par un autre écrivain aussi, qui avait une plume extraordinaire, c'était Pierre Sylvain. Ses derniers livres, c'était chez Verdier. Et pourquoi une poupée dans un fauteuil est sortie? Tout simplement parce que Pierre Sylvain me dit « Mais écoutez Gérard, c'est bien beau tout ça, vous écrivez, et vous ne proposez jamais rien à un éditeur. Cette fois-ci,
une poupée dans un fauteuil. D'ailleurs, c'était pas son premier titre. Son premier titre, c'était Valentine, c'était ma mère. Et donc, il me dit, bon, il faut le proposer, il faut le proposer. Et bon, il m'a poussé, et puis je l'ai proposé à 3 éditeurs, et ils me l'ont pris tous les 3. Très bien. Ben, c'est vrai que vous nous dites, et c'est vrai, je vous rejoins, les auteurs qui disent j'ai beaucoup souffert pour écrire ce livre et tout, c'est une souffrance. Bon, en général, je suis tout à fait d'accord, c'est un peu, si on a envie d'écrire, si on a ça en soi, ça peut être dur à comprendre, mais c'est vraiment pas une souffrance extrême, sauf peut-être, justement, et ça rejoint ce qu'on dit, si on écrit sur quelque chose qu'on a vécu, et qui nous est arrivé, qui est très douloureux, qui est douloureux, là l'écriture, ce qui peut faire remonter des souvenirs assez douloureux, et là d'ailleurs ça tombe, disons pas que ça tombe bien, mais c'est un peu une expression dans le contexte, parce que on vous reçoit surtout pour un livre justement dont vous avez parlé, qui s'appelle Tête de paille. Voilà, on le voit sur la couverture, les droits d'auteur de la première édition reversés à l'association Les Jours Heureux, il faut le dire, qui accompagne les personnes en situation de handicap. C'est une initiative très généreuse. Et vous pouvez nous expliquer donc pourquoi cette initiative et quel est un peu, ça nous indiquera un peu, ça nous mettra sur la piste un peu du sujet de Tête de paille. Donc pourquoi les Jours Heureux? Bon, tout simplement. Compte tenu, c'est déjà le sujet Tête de paille. Pourquoi Tête de paille? Tête de paille, c'est une autofiction, c'est-à-dire c'est ce que j'ai vécu, surtout avec mon frère donc Daniel, qui avait un an de moins que moi et qui était handicapé mental. Et donc pourquoi les Jours Heureux? Tout simplement parce que donc les Jours Heureux font partie, c'est une association donc qui a plusieurs maisons, et dans ces maisons donc les handicapés mentaux adultes peuvent finalement, j'allais dire, être heureux. Bon, être heureux, ce que n'a pas été Tête de paille, ce que n'a pas été mon frère, puisque ma foi, il faut dire qu'il était né en 1945. Et bon, dans les années 50, les handicapés mentaux, ma foi, bon, on s'en occupait pas vraiment. Et j'allais presque dire, même dans la rue, on se moquait d'eux. J'ai subi ça avec lui. Oui, vous en parlez d'ailleurs. Il y a même des lettres de dénonciation anonyme contre lui. Voilà, exactement. On le considérait donc comme une espèce de monstre. Bon, et ce monstre, j'ai même, bon, j'en parle dans le livre, on reprochait à mes parents de lâcher ce monstre donc dans la rue qui promenait son chien. Et bon, il y a eu toutes de choses, et mes parents on a été obligés de déménager à cause de l'environnement. Ce qui aujourd'hui, je crois, ne se produirait plus, tout simplement. Notre société ne progresse pas toujours bien, mais là, c'est bien de signaler qu'il y a un progrès positif dans la prise en compte des enfants handicapés. Et il se trouve que aux Jours Heureux, on a des amis qui ont une fille, et cette fille, elle est dans la maison de Pénélope, donc elle fait partie de cette association. Il y a plusieurs maisons, même autour de Paris, et ils ont une belle maison d'ailleurs de vacances pour ces personnes, donc dans la Sarthe. Et ça fait partie, si vous voulez, du groupement les Papillons Blancs, qui sont quand même connus, et l'UNAPI qui regroupe l'ensemble de toutes ces associations. Donc voilà pourquoi je parle de mon frère. Et j'allais dire pourquoi je parle de mon frère dans Tête de paille. Il y a une bonne raison. C'est que, je vous l'ai dit, je voulais apporter. Donc j'ai sorti L'Enfant des Soldanelles. Et il se trouve que, vous parliez tout à l'heure de souffrance. Bon, il n'y a pas de souffrance à écrire. Mais il y a de la souffrance à se souvenir, en revanche.
Et l'enfant des Soldanelles donc relate en fait mes 30 premières années et essentiellement ce que l'enfant des Soldanelles, c'était... Les Soldanelles, c'est une maison, donc un préventorium dans les Alpes, à Chamonix, parce qu'à l'âge de 7, 8 ans, 9 ans, j'ai été malade donc pendant à peu près 2 années. Bon. Et les Soldanelles, dans l'enfant des Soldanelles, je parle de mon frère, mais si vous voulez, j'en parle seulement, j'allais dire, une trentaine de lignes. Et il se trouve que dans des interviews que j'ai eues, certaines personnes donc des interviews en public, certaines personnes se sont attachées à ces 30 lignes en me disant « Mais vous parlez peu de votre frère, vous parlez peu de Daniel. Et comment se fait-il pour... » Et ça m'a quand même interpellé. 30 lignes sur un bouquin qui fait 500 pages, pourquoi les gens se sont-ils arrêtés sur Daniel? Précisément parce que je n'en parlais pas assez et parce que j'avais besoin de le développer. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, tout simplement, j'ai dit à mon éditrice auprès de la Cité, je lui ai dit, bon, eh bien, à partir de maintenant, il n'y aura pas d'autres livres, que je ne publierai pas d'autres livres tant que Tête de paille ne sera pas publié. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai donc fait lire Tête de paille que mon premier éditeur avait lu, et Tête de paille il m'avait dit, pour mon premier éditeur, Roger Vrigny, qui, dans les années 90, donc, devait passer, peu avant sa mort, 97 par là, peu avant sa mort, devait passer de chez Calman Lévy chez Gallimard. Et il m'avait dit, Gérard, il y a ces 2 livres, parce qu'il y en avait 2, il y a un livre qui s'appelle Dérapage, et puis il y avait Tête de paille. Il a dit, ces 2 livres, je les emporte, et je vais m'en occuper. Et tout simplement parce que donc, il estimait qu'un jour ou l'autre, il devrait être publié. Bon, Roger Vrigny, malheureusement, n'est jamais arrivé dans ses bureaux de Gallimard, puisque son bureau était prêt, je me souviens, je l'ai appelé une fois ou deux là-bas, et bon, et puis il est décédé. Et puis du coup, Tête de paille est resté en rade, je l'ai mis de côté et j'ai continué à écrire d'autres livres. Voilà pourquoi Tête de paille finalement est publié aujourd'hui, tout simplement parce que l'enfant des Soldanelles, vous parliez de souffrance, c'est vrai, m'a vraiment rendu malade, j'en subis encore les conséquences donc sur le plan santé, et Tête de paille, j'allais dire, Tête de paille, aujourd'hui, sa publication est pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me... Je ne l'ai pas écrit aujourd'hui, mais je l'ai revu, je l'ai révisé, je l'ai remis, j'allais dire, au goût du jour, mais dans la mesure où il n'y a que du vécu de bout en bout, je vous avoue qu'au niveau des tripes, pour parler crûment, au niveau des tripes, ça me remue d'une façon folle. Vous avez l'impression que ce gosse, allez-y. Voilà, je n'arrête pas de me dire que ce gosse, nom d'un chien, regardez-le, il était beau, non? Ouais. Eh bien, moi, je trouve vraiment que oui, il était beau. Et non seulement il était beau, non seulement il était, qui plus est, il n'était pas inintelligent. Parce que vous rendez compte que, et on le voit dans ce visage, la façon qu'il a de vous regarder, mais il vous écoute, il vous dit tout, ce gamin. Et non seulement il vous dit tout, mais vous rendez-vous compte que là où il était, un jour, il dit à sa marraine, alors que je venais de publier mon 2e livre, je crois, qui était un livre de contes de Pays Basque, il dit à sa marraine qui était venue le voir, il lui dit, la marraine qui lui montre mon bouquin, il lui dit comme ça, ah,
il est intelligent, mon frère. Mais vous n'allez pas me dire que ce gosse qui sort ça, c'est pas l'intelligence du frère qui est importante, c'est ce qu'il dit, lui. Oui, tout à fait. C'est ce qu'il dit, lui. C'est lui qui était intelligent. De toute façon, il y a des formes d'intelligence différentes. De toute façon, voilà. Tout ça, c'est qu'abstraction. Des fois, on a notre façon de juger l'intelligence et tout, mais ça dépend de beaucoup de choses, en fait. Et cette intelligence, si vous voulez, bon, eh bien, il faut... je crois qu'il fallait qu'un jour ou l'autre, malgré tout ce que l'on peut lire, malgré toutes ses colères, malgré... C'est vrai qu'il était... bon, c'était très très dur, ça a été très très dur, mais... Et je crois d'ailleurs que mes parents, je l'ai relu il y a 2-3 jours, dans des papiers, dans des écrits de mon père. Mes parents n'ont pas compris finalement. À l'époque, c'était peut-être comme ça. Mes parents n'ont pas compris ce qui leur arrivait. Et comme ça, jusqu'à ce que Daniel meure en 1984. C'est très dur. Même on se souvient, enfin, ce qui a marqué, c'est les combats même physiques entre votre frère et votre père, c'est assez, quand on y pense, oui. C'est assez impressionnant. Et je peux... Des drames familiaux, malheureusement. Ce sont des crises, et ne serait-ce que moi, sur le plan nerveux, tout ça, cela agit, et de temps en temps encore, j'ai comme des crises d'angoisse, parce que je revis ce que vous venez de dire, certains passages où mon père et Daniel en venaient aux mains, et moi derrière la porte, et ma mère criant, disant à mon père arrête, bon, mais c'était, on a eu une vie terrible. Je crois que il faut que cela, il faut qu'on le sache, dans la mesure où il ne méritait pas ça, et en même temps, il faut le dire, nous ne méritions pas ça. Tout ça, c'est partagé. Et si vous voulez, il y a une chose que je veux dire. Ouais, c'est une souffrance, cette situation, pour tous, et personne n'est coupable, tout à fait. Non, personne n'est coupable. Et c'est vrai que moi, d'un seul coup, bon, puisque je faisais mon service militaire, et puis je reviens de mon service militaire, et Daniel n'est plus là, je demande ce qui s'est passé. Donc bon, il a été embarqué, les pompiers sont arrivés, les gendarmes sont arrivés, et puis enfin c'est une ambulance qui l'a emmené. Et puis après donc je ne l'ai plus jamais vu. Et bon, je ne vais pas vous raconter le livre, parce que je crois qu'il faut le lire pour comprendre. Tout à fait. Mais il y a une chose que je perçois aujourd'hui, et qui est importante, je crois, c'est ces enfants handicapés. Bon, ces enfants que l'on dit sots, que l'on dit... il faut voir, je crois qu'ils nous apprennent quelque chose. Et je comprends parfaitement, lorsque des parents savent que leur enfant qui naîtra ne sera pas normal, au sens de la normalité commune, hein, parce qu'ils ont leur normalité à eux. Et eh bien je comprends ces parents qui veulent conserver cet enfant. Je les comprends parce que ces enfants, qu'est-ce qu'ils sont, ces enfants et ces adultes, qu'à l'époque, lorsque mon frère est décédé en 84, j'avais encore, si vous voulez, je les voyais difficilement. Pour moi, que lorsque je parle des masques d'Ensor, c'est parce que c'est vrai, ils me faisaient peur encore. Et je crois qu'ils nous apprennent notre propre finitude. Nous ne sommes pas des êtres absolument extraordinaires, les êtres supérieurs que nous croyons être. Ouais, ils nous apprennent notre finitude. N'oublions pas que nous ne sommes que des hommes. Ouais, puis on était, je dirais, je ferais
une association avec ce qui se passe. On était vraiment fiers de notre technique, on sentait une civilisation supérieure. Le Covid arrive et on voit que voilà, c'est exactement, ça ressemble vraiment. Nous ne sommes que ce que nous sommes et rien d'autre et surtout rien de plus. Bon. Et tête de paille, c'est un peu ça. C'est un peu ce que nous dit ce beau visage, cet être qui était venu d'ailleurs et sans que nous le comprenions, je crois, qui nous a aujourd'hui, qui nous a appris et qui nous apprend donc maintenant, qui nous apprend que nous sommes effectivement ce que nous sommes et que nous devons. Il y a des choses qui. Alors certains vont nous dire, mais c'est exceptionnel. Il y a des choses qu'il ne faut pas oublier. Moi, je me souviens d'un grand prix d'interprétation au Festival de Cannes. Bon, c'était un Mongolien, donc mais non d'un chien, il a eu le grand prix d'interprétation. C'était pas pour ce film avec Daniel Auteuil, je pense, non? Peut-être, je me souviens plus du titre. Mais je me souviens plus, c'était pas le 7e jour ou le 8e jour, un truc dans le genre, oui. J'avais vu le film. Et non d'un chien, il a été pris d'interprétation. Alors, bon. Et puis vous avez, il y a oh, j'aurais dû vous l'amener, il y a un visage que j'ai d'un autiste, c'était dans un article, et ce visage, il n'est pas aussi beau que Daniel, parce que Daniel, il a la simple beauté. Mais c'est ce visage, je l'ai conservé, cet article, je l'ai, ça fait peut-être 20-25 ans que je l'ai. Il y a une profondeur, il est dans la recherche de quelque chose, il essaye en même temps, et c'est ce qu'il exprime, si vous voulez. Et ben, on a besoin, Dieu merci, heureusement qu'ils sont là, heureusement qu'ils sont parmi nous, heureusement qu'ils existent, et ils sont nous tout simplement, ils sont nous. Il y en a encore qui ne les apprécient pas comme ça, qui sans doute regardent un petit peu mais non, ce sont peut-être eux. C'est idiot ce que je vais dire, c'est stupide, mais ce sont peut-être eux qui sont normaux. C'est pas si stupide que ça, je dirais. Chacun jugera. Voilà. Bon ben vraiment, après ce message vraiment touchant, qui me touche aussi, pour ce beau message, ces paroles qui viennent du cœur, c'est ce beau message de tolérance. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter. Déjà, j'espère que, chers amis, membres de la communauté des Chevaliers du Savoir, j'espère que ça vous touchera autant que moi, en tout cas, que vous serez nombreux à voir. Mais en tout cas, je suis vraiment content que ça passe sur ma chaîne. Et voilà, je vous remercie. Il me reste à vraiment vous remercier. Je vous dis, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, les chers amis, et de partager. Devenir de plus en plus nombreux. Je vous remercie vraiment, je suis honoré de vous avoir reçu, Gérard Glatt, et au revoir, et pour les autres, à bientôt pour une prochaine vidéo, et merci vraiment Gérard Glatt, ça me va vraiment, je comprends tout à fait, je suis vraiment fier que ça passe sur ma chaîne, vraiment, merci de tout cœur. Au revoir à tous.